Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e visio en direct de notre PC Course, 62e jour de course. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir un invité de marque, puisqu'il s'agit de l'explorateur boulonnais Jérôme Brisebourg, détenteur de l'Explorers Grand Slam, c'est-à-dire qu'il a gravi le plus haut sommet des 7 continents et il a rallié le pôle Nord et le pôle Sud. Mais avant d'accueillir notre invité, Denis, nous allons commencer par faire un point course comme chaque samedi. Alors, le point course, c'est assez compliqué cette semaine, parce que on vous a parlé au cours des dernières semaines d'un Indien, ici d'un océan Indien assez tordu, avec des anticyclones, pas de vent. Et ça, Stéphane nous en a parlé. Et maintenant, on est clairement dans le Pacifique. Et là, on est dans un changement de décor. C'est un Pacifique vraiment dur, vraiment tordu, avec non pas cette grande houle qu'on pourrait espérer, mais vous voyez à l'écran, avec un courant très très violent de vent de sud. Et alors bien sûr, le vent de sud vient évidemment de la glace, il vient du pôle sud, donc il est froid, il est fort, il y a 60 nœuds. Résultat, c'est probablement et même sûrement les conditions les plus difficiles depuis le départ de cette course. Effectivement, donc Stéphane en ce moment est dans les conditions les plus difficiles qu'il ait rencontrées jusqu'à présent. J'espère que la liaison avec lui sera bonne et qu'il pourra effectivement nous répondre malgré ses difficultés. Froid, humidité, vent, tout ça se traduit également par des manœuvres beaucoup plus complexes de par les difficultés techniques qu'il a rencontrées. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, il faut bien comprendre que ce vent qui vient du sud, on vient de le dire, il amène énormément d'humidité. Et à bord, il n'y a rien de sec. Et ne l'oublions pas, Stéphane n'a plus de chauffage. Donc, quand il va se coucher quelques heures, c'est dans un duvet humide. Quand il se rhabille après s'être légèrement déshabillé pour dormir un tout petit peu, c'est dans des vêtements humides. Et quand il remonte, il disait ce matin dans le live du Vendée Globe, il ne faut pas se poser des questions. Il faut s'habiller et aller manœuvrer. Et là, les manœuvres sont difficiles. N'oublions pas que maintenant, une prise de riz, c'est long, c'est plus d'1 heure. Il est sous grand voile arisé et quelquefois plus de grand voile avec juste le petit tourmentin. Alors c'est quoi le petit tourmentin? C'est la plus petite voile que l'on met sur un bateau qui est à l'avant, qui est en général orange ou rouge, et la plus réduite, elle ne fait que 10 mètres carrés à peu près. Et donc quelquefois il lui arrive d'avoir ça. Malgré ça, la mer le prend soit de nord, soit de sud, et à ce moment-là, elle couche le bateau. Et le bateau Time for Oceans a été couché à plusieurs reprises. C'est donc vraiment des conditions, mais d'une grande difficulté. C'est ce que redoutent les skippers, et c'est ce qu'ils ont depuis une semaine, et ce qui va durer jusqu'au Cap Horn, malheureusement. Oui, ce que tu dis pour Stéphane affecte tous les skippers, effectivement. Nombreux sont ceux qui se sont plaints des conditions particulièrement rudes du Pacifique. L'Indien, comme tu l'as dit tout à l'heure, avait été vicieux. Le Pacifique, lui, sous une autre forme, est effectivement terrible. Jérémy Bayou, qui est effectivement un des skippers favoris, ou qui était un des skippers favoris, se plaint lui-même des difficultés qu'il rencontre. Ça permet effectivement aussi de mettre le relief sur les difficultés globales de cette course, puisqu'il y a rappelons-le, il y a déjà eu 6 abandons, mais tous les skippers, quels qu'ils soient, ont subi des incidents techniques relativement graves. Oui, il faut revenir juste sur ce sentiment d'être dans une machine à laver. Vous mettez l'essoreuse à 2000 et vous le laissez pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours. Et c'est ça ce qui les rend absolument si difficiles, ces conditions. C'est que ça ne s'arrête jamais. Alors à ce jeu-là, évidemment, il y a eu beaucoup de casses. On a noté évidemment des problèmes de quilles, des problèmes de foil, des problèmes de voile, et tous les bateaux ont eu des problèmes de voile, pas seulement Stéphane, mais tous les bateaux. Bref, on sent bien que les hommes et les femmes sont usés, mais on sent que les bateaux sont usés également. Alors faisons un point rapide sur le classement. Il n'a pas énormément évolué par rapport à la semaine dernière. Stéphane est toujours en 19e position. 19e, absolument. Il est contraint, de par ses problèmes techniques dont il nous parlera tout à l'heure, de réduire le plus possible sa vitesse, mais non seulement à cause de ses problèmes techniques, mais aussi par les conditions qu'il rencontre. Oui, Stéphane est 19e. Il avance, il progresse, puisqu'il a déjà fait 34 000 km. Il lui en reste 15 000 à faire. Et sa distance au Cap Horn, le fameux Cap Horn, 1200 000. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire à peu près 4 jours, donc pour une arrivée vers le 14 janvier,
si tout se passe bien, et on va lui en parler. Mais c'est vraiment maintenant l'objectif, atteindre ce Cap Horn pour pouvoir passer dans l'Atlantique Sud, où là, les conditions vont se calmer. Et les skippers en course nous en parlent. Ils disent que ça s'est calmé juste après le Cap Horn. Maintenant, il n'y est pas. Il reste encore 4-5 jours, tellement difficile. Alors, on va voir si on a Stéphane en ligne. Pas encore. Il est bon de rappeler, Denis, également, qu'on le voit sur la carto, 4 concurrents sont encore loin derrière, ce qui montre à quel point les écarts se sont creusés sur cette course de par les conditions météo tout à fait variées qu'ils ont rencontrées. Oui, on le voit derrière Olivier, on a encore 4 bateaux qui sont sous l'Australie et sous la Nouvelle-Zélande. Il y en a un qui est sous la Tasmanie et puis après sous la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que ces bateaux, alors qu'on a les premiers qui sont déjà en approche de l'équateur, qu'ils vont atteindre dans quelques jours, eh bien on a encore des bateaux là-bas. C'est terriblement long, c'est terriblement loin. Je pense qu'on a Stéphane. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, Stéphane, formidable. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Merci beaucoup d'être là, Stéphane. Bon. C'est formidable, on t'entend bien. Alors, on a l'impression que les conditions sont excessivement difficiles. On en a parlé un petit peu à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions d'humidité, de froid, de vent que tu subis en ce moment? Oui, bah là, ça se calme un tout petit peu, heureusement, parce que hier, c'était les limites de ce que je pouvais supporter. En gros, là, c'est une belle dépression des mers du Sud et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une température moyenne déjà qui était autour de 2, 3, 4 degrés maximum. C'est des vents qui montaient jusqu'à 60 nœuds avec des grains neigeux ou de grêle. C'est des fichiers de vagues de 6 à 8 mètres et les vagues c'est la hauteur moyenne du tiers les plus hautes. Ça veut dire que les fichiers de vagues de 6 à 8 mètres, on envoie des vagues de 8, 10, voire 12 mètres. Donc c'était dantesque et surtout c'était des vagues qui, pour certaines, déferlaient. Donc voilà l'ambiance, hein, c'est du vent tempétueux avec une mer extrêmement agressive, avec beaucoup de froid. Et pour moi pas beaucoup de latitude pour évoluer. En fait, dans ces conditions, la seule chose que je puisse faire, c'est me mettre quasiment vent arrière pour avancer avec la houle. Donc ce que j'ai fait, je suis sous tourmentin. La tourmentin, c'est la voile de tempête, c'est la grand voile 3 riz. J'ai hésité à affaler la grand voile également, mais je ne l'ai pas fait parce que je préférais garder de la vitesse dans les vagues pour pouvoir placer le bateau. Et le risque, si j'étais trop lent, en fait, c'est que les vagues viennent déferler sur le bateau, ce qui est arrivé plusieurs fois. Et donc là, c'est pas du tout sympathique parce qu'elles arrivent, elles prennent le bateau par l'arrière, elles viennent s'écraser dans le cockpit. Et ça, c'est vraiment pas bon, c'est dangereux. Donc il faut garder de la vitesse en fait pour avancer avec les vagues. Et je crois savoir, Stéphane, que tu as eu de la neige. Tout est strictement trempé. Oui. Je crois savoir que tu as eu aussi de la neige. J'ai eu le pire moment en fait. Oui. J'ai eu de la neige dans le moment du vent le plus fort. C'était un grain avec de la neige. Donc je vous laisse imaginer le tableau. À ce moment-là, j'ai essayé de me reposer. Parce qu'après, j'ai pu essayer de faire. Hein. Et je me suis réveillé, bateau couché sur l'eau. Et quand j'ai ouvert le panneau de la descente, c'était vision apocalyptique, bateau couché sur l'eau. Le vent qui hurlait dans les haubans, les vagues qui passaient sur le bordé et de la neige dans une atmosphère grise digne d'un autre univers. Donc c'était apocalyptique et là je pense que je suis allé chercher mes limites, hein, c'est ce que je voulais sur ce Vendée Globe, me mettre au défi.
Bah là c'était réussi, mais maintenant ce serait bien que ça continue de se calmer un petit peu. Alors, dans ces cas-là, j'imagine qu'on ne réfléchit pas, on sort sur le pont, on s'habille comme on peut, on sort sur le pont, on manœuvre, et on revient tout de suite après à l'intérieur pour se protéger, évidemment. Et après ça, c'est le bateau et lui barré par le pilote automatique. C'est ça, le pilote automatique sait barrer le bateau dans des conditions aussi dantesques que c'est ça. Ouais. Le pilote, le pauvre, il fait ce qu'il peut, c'est correct. Parfois, il me fait des frayeurs parce qu'il sait plus où il habite avec les déferlantes qui prennent le bateau par l'arrière. Mais en fait, il y a, on va dire, il y a deux options. Il y a soit la sortie sur le pont qui est prévue, et je vais y revenir, soit l'urgence, le bateau qui se fait coucher, et là, en chaussettes, comme on veut, faut sortir. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois hier pour choquer les voiles, et puis donc après je restais habillé en combinaison sèche, prêt à jaillir, parce que sinon l'ambiance, quand le vent était encore un tout petit peu maniable, le seul endroit où je peux me réchauffer, c'est en me mettant dans le duvet. Et quand j'ai par exemple une alarme de vent qui se met en marche et qu'il faut sortir de ce duvet, il faut imaginer que tout est complètement trempé, il fait 4 degrés dans le bateau, nuit noire dehors. Donc là, il faut sortir du duvet, il faut enfiler des vêtements qui sont humides, voire trempés. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se poser la question de pourquoi. il faut plus réfléchir en fait, et donc il faut se concentrer sur l'action. Et sur le moment, et puis accepter en fait que ce que je vis à ce moment-là est super dur, mais le traiter comme une information et pas chercher à réfléchir par rapport à ça. Ok, alors Stéphane, maintenant au bout du chemin là, il y a le Cap Horn. Il y a le Cap Horn qui va être à délivrance. C'est dans combien de temps? Et est-ce que les conditions entre maintenant et le Cap Horn vont être à peu près maniables? Comment est-ce que ça s'annonce ces quelques 4 jours avant d'atteindre le Cap Horn? Oui, là je vois on est le 9. Le 9, normalement j'y serai dans, on va dire pour le 12. Éventuellement le 13 suivant la vitesse que j'arrive à faire, mais normalement c'est 4 jours, 4 jours le TA, il me reste 1000 milles à faire, 3 jours et demi, 4 jours. Donc oui, ça fait désirer. J'ai encore 24 heures comme ça où j'ai la dépression qui est en train de s'évacuer devant moi. Et je fais pas du tout le cap que je voudrais faire. Le cap c'est 100, c'est un petit peu sous l'est. Et là je suis obligé de faire du 70, c'est-à-dire quasiment du nord-est pour pas retourner dans le vent fort. Donc je me rallonge aussi un petit peu la route, je ralentis le bateau, mais j'ai pas le choix. Si je l'offre, c'est-à-dire si je diminue mon angle avec le vent, je vais accélérer fort et je risque de casser le bateau dans les vagues. Donc je suis obligé de rester comme ça pendant presque 24 heures. Après j'ai des conditions qui s'annoncent plutôt maniables, mais en approche du Cap Horn, le vent est nord-ouest. Et on sait que par nord-ouest, dans ces parages, il y a les vents qui descendent de la cordillère des Andes qu'on appelle les pomperos. Et les pomperos, ils peuvent souffler à 50 nœuds. Et là, sur les fichiers, il n'est pas du tout exclu que j'ai pas le droit aux pomperos. Mais bon, s'il y a les fameux pomperos, normalement, ça se calme très vite après le passage du Cap Horn, qui sera effectivement une forme de délivrance. Et j'ai pas trop regardé la suite, mais je prie pour que pour qu'on soit épargné et que avec notre groupe là on puisse remonter tranquillement vers le Brésil, parce qu'on a beaucoup payé dans le Pacifique déjà. Ok, parfait. Stéphane, je sais que un de tes amis, Jérôme Brisbourg, est là, et je sais qu'il a très envie de pouvoir te parler et te poser quelques questions. Vous vous connaissez, vous êtes tous les deux de Boulogne. Jérôme? Bonjour Stéphane. Je suis déjà très impressionné par ce que tu viens de dire.
On voit que tu fais face aux éléments. Bien sûr, tu espérerais peut-être être dans des meilleures conditions, mais on voit que là, tu vas chercher tes limites. Et dans l'action, c'est toujours impressionnant. Enfin, je trouve, là, j'en avais les frissons sur les bras de t'entendre, de voir que on est dans le dur et tu luttes. Donc, vraiment impressionné. Et je voulais rebondir sur peut-être 2-3 informations que tu as données. Il fait froid, 4 degrés dans le cockpit. Bon, c'est des conditions que j'ai aussi connues. Moi, ça va jusqu'à moins 40. En termes d'alimentation, combien tu prends de calories par jour? Comment ça se passe l'alimentation pour garder le maximum d'énergie finalement pour être le plus lucide possible sur les décisions à prendre? Oui, bonjour Jérôme, très heureux de pouvoir échanger avec toi. C'est très sympa d'être venu aujourd'hui. Juste, j'ai envie de dire que il y a le froid, mais le pire pour moi c'est l'humidité et d'avoir tout trempé dans le bateau, ça c'est vraiment terrible. J'ai même des vêtements qui commencent à moisir, j'ai le matelas sur lequel je dors qui moisit, ainsi que le siège de navigation, mon oreiller. Enfin, c'est vraiment l'humidité le pire ennemi. Et pour répondre à ta question, au niveau calorique, en fait, je pense que j'ai sous-estimé cette phase. J'étais sur 4000 calories là dans la phase actuelle. Et je pense que j'ai un déficit parce qu'il fait vraiment froid et il y a beaucoup d'énergie dépensée. Donc là, justement, c'est marrant ta question parce que juste avant la vacation, je me disais que tant pis, je vais devoir ouvrir mon sac de nourriture de la semaine prochaine. Et je verrai bien quand il fera plus chaud, je préférerais me rationner sur la remontée d'Atlantique. Parce que là aussi au niveau psychologique, j'ai besoin de tout mon énergie. Donc je pense que je vais manger un petit peu ce que j'avais prévu de manger la semaine prochaine. Ok. Et sur le sommeil, Stéphane, ça se passe comment? Parce que normalement ici on arrive à faire des cycles de 8 heures, nous en expédition aussi on fait 8 heures, mais toi là tu es sur le pont, comment tu arrives à gérer le sommeil pour à nouveau être le plus lucide possible sur les éléments qui se présentent? Là sur les dernières 48 heures, je pense que j'ai dormi plutôt 4 heures. Sachant que hier en gros j'ai pas dormi parce que c'était pas dormable. Déjà au niveau stress, au niveau mouvement du bateau, je n'arrivais pas à me mettre dans la banette parce que je me faisais éjecter, c'était pas faisable. Et puis il y avait sans arrêt des alertes avec des grains à 50-60. Donc j'ai passé 24 heures en enfer à regarder, à scruter le ciel et à jaillir sur le pont pour choquer les voiles, reborder, adapter le cap. Et je peux vous dire que 24 heures sans dormir comme ça, c'est très long. J'ai bien vu passer chaque minute. Et là, ça s'est un petit peu calmé. Bon, on est quand même dans du force 8 à 9. Hein. C'est fort, il y a encore 6 mètres de vague et j'arrive à dormir un petit peu. Là, j'ai dormi 3 phases de 1 heure ces dernières 12 heures, donc ça permet de récupérer un petit peu. Et puis je pense que dans 24 heures, quand ça va mollir, je vais faire une cure de sommeil. Tant pis pour la course, mais il faut que j'arrive aussi à me préserver. Donc je pense que j'attendrai un petit peu avant de redonner la pleine puissance au bateau. Et je penserai à moi d'abord pour récupérer mon énergie. Alors il y a une autre question aussi qui me vient à l'esprit. Tu es dans la partie de la Terre où finalement le jour est le plus long, même si tu as visiblement un peu de nuit, on n'est pas complètement en jour permanent. Est-ce que c'est un avantage ou pas pour naviguer? Alors j'ai pas bien entendu, je veux bien que tu répètes la question. Ouais, la question Stéphane, c'est que comme tu es proche du pôle sud, hein, c'est quasiment jour permanent actuellement au pôle sud. Toi, tu as peut-être un peu des périodes de nuit noire, comme tu as dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est un avantage d'avoir des grandes journées comme ça de jour pour naviguer, pour faire ce que tu as à faire ou pas?
Oui, c'est assez déterminant même. Hein. Là, je suis en train de remonter un petit peu au nord pour évacuer la dépression, mais je suis descendu quasiment à 60 sud, hein. 57, donc c'est très très sud et ça fait que les nuits sont courtes. Et oui, heureusement parce que la nuit noire, on voit pas les grains. Et les grains, comme vous l'avez tous bien compris, c'est le danger. Donc ça fait que 4-5 heures par jour sur 24 où je les vois pas, où je peux les guetter qu'au radar. Donc c'est important. Et puis j'ai envie de dire aussi pour le mental, parce que dans les conditions aussi dantesques, de voir ce qui se passe, de voir l'état de la mer, c'est mieux que d'être dans un tunnel tout bouché. Donc ouais, je pense que de toute façon naviguer dans ces parages ici en hiver, au-delà du froid glacial qui serait et des tempêtes qui seraient pas gérables, il y a l'aspect de la durée aussi de la nuit qui serait un paramètre tout à fait limitant. Ok Stéphane, écoute, vraiment un grand merci d'être venu à cette visio. Tu sais qu'on est tous derrière toi et on est de plus en plus nombreux ici à te suivre, hein, les visios. On a maintenant 15-16 000 personnes qui te suivent tous les samedis sur ces visios, donc encore un très grand merci. Et puis on te souhaite bon courage. Et alors, on te dit à la semaine prochaine, samedi prochain, pour que tu nous racontes le Cap Horn, ton premier Cap Horn. Ce sera notre premier Cap Horn aussi, dont on se souhaite tous un excellent courage. Et surtout, on espère que les conditions vont se calmer un petit peu. Et on te dit à samedi prochain. Merci encore Stéphane, à très vite. Hein. Merci à tous, à bientôt et à la semaine prochaine pour vous raconter le Cap Horn, j'en rêve. Voilà, merci. Jérôme, merci beaucoup de ta présence parmi nous. Donc je rappelle, Olivier en a parlé, je rappelle très synthétiquement, tu es de Boulogne, tu es un alpiniste et un explorateur. C'est comme ça qu'on peut te définir, c'est-à-dire que tu as parcouru le monde, soit sur les plus hauts sommets, soit au pôle Nord, soit au pôle Sud. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi cette vie de tout à coup d'explorateur, d'alpiniste, quel est le déclic d'une telle vie? Alors, juste avant, Denis, si tu me permets, juste faire un parallèle avec ce que vit Stéphane. Il y a juste un an, je cherchais à rallier le pôle Sud. On était le 9 janvier et moi j'étais aussi à 4 jours peut-être du pôle Sud si les conditions le permettaient. Donc effectivement en termes de projection, enfin, c'est très intéressant de voir ce qu'a transmis en fait Stéphane, c'est de dire je suis dans le dur, je me projette, je calcule après pas à pas pour y arriver. Mais c'est vrai que quand tu as posé la question de dire le Cap Horn c'est pendant combien de temps, nous c'était le même calcul qu'on faisait et avec cette idée de se dire plus je me rapproche et plus je réduis les risques de ne pas y arriver en fait en l'occurrence, oui. Puisque les éléments peuvent évoluer du jour au lendemain. Et en fait tu es arrivé le 13, voilà. Janvier au pôle Sud exactement. Exactement, voilà. C'est-à-dire dans 4 jours il y a un an. C'est ça, dans 4 jours il y a à 9h15 précisément. Donc on va bientôt fêter l'anniversaire de ton pôle Sud. Exactement. Alors, pôle Nord, pôle Sud, les 7 plus hauts sommets de la planète, ça a un titre ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle le challenge de l'Explorer Grand Slam. Peut-être on peut avoir une carte. Voilà. Donc c'est effectivement 2 challenges réunis. Hein. Donc il y a un challenge d'alpinisme. Denis, c'est effectivement faire l'ascension du sommet le plus haut de chaque continent. Les alpinistes ont défini 7 continents, voilà, comme ça on peut avoir une polémique avec les géographes si on veut, mais en tout cas plus il y en a et plus on est content en tant qu'alpiniste. Et après ça consiste aussi, comme on voit sur la carte, à rallier donc le pôle Nord et le pôle Sud en ski poulka. Hein, donc ça veut dire que vous avez des skis, c'est comme des skis de fond. Et puis comme Stéphane, il a sa maison avec lui, nous aussi on a notre maison, mais c'est un traîneau qu'on a derrière nous et dans lequel il y a tout l'équipement. Hein, et comme Stéphane, il y a forcément un arbitrage à faire entre le poids, tout ce que je prends, et puis après l'incidence que ça a sur ma vélocité. Oui, mais le traîneau, il pèse combien? Alors nous, il pèse 80 kg. Donc ça veut dire qu'on est sur des skis, on progresse sur un tapis blanc, on ne voit pas grand-chose, et derrière, il faut faire glisser 80 kg. Voilà.
Et ça dure combien de jours? Alors sur le pôle Nord, on était sur un challenge du dernier degré, donc 1 degré c'est 111 km, donc là on a marché 7-8 jours, et puis là on est en train de voir des photos du pôle Sud. Sur le pôle Sud, ce que j'ai voulu faire donc l'année dernière, c'est reprendre la trace du pionnier, donc celui qui avait découvert le pôle Sud, le premier donc en 1911, qui est Amundsen. Et donc lui, le Norvégien Amundsen. Le Norvégien Amundsen, qui lui, effectivement, quand il a découvert le pôle Sud, il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de carte, hein, et donc il faisait navigation à l'ancienne. Et donc on a repris exactement une partie de son tracé. À la différence par rapport à lui, c'est que lui, il avait des attelages de chiens, et qu'aujourd'hui, pour des raisons donc d'écologie et d'environnement, les chiens sont interdits en Antarctique, et donc nous, voilà, on était à pied, donc avec les skis et puis nos 80 kilos à traîner. Et là, on est parti pour répondre à la question, Denis, sur un projet de 35 jours. 35 jours, 650 km. Et donc, voilà, une journée, pour nous, c'est la même question que se pose Stéphane tout à l'heure. Une journée en capacité, c'est au pire du pire, on a fait 3 km. C'est le terrible. C'est terrible de faire que 3 km. Au pire du pire, on était confinés dans la tempête. Voilà. Je crois qu'il a eu cette nuit 60 nœuds de vent. Nous, on avait 60 nœuds de vent aussi. Mais à ce moment-là, tu avances pas. Là, tu es dans la tente. On voit la tente. Là, tu es dans la tente, tu bouges pas et tu te dis, pourvu, comme Stéphane, pourvu que la tente elle tienne, parce que si la tente elle tient plus, j'ai plus de maison. Parce que là, tu prends pas une tente de rechange. Une tente, c'est 8 kg. Donc, ça veut dire que tu prends 10% de poids en plus pour te dire, au cas où, quoi. Non, tu fais avec ce que tu as décidé. Et donc là, 60 nœuds, pareil. Et donc, l'idée, c'est de faire entre 3 et puis après, quand on était sur le plateau, on était à 25 km par jour en marchant 10 heures. 10 heures par jour. Voilà, on n'avance pas finalement. Alors, on va récapituler un petit peu, parce que ce parcours est étonnant. Il commence en 2004 et il s'achève en 2020. Oui. Alors, il est jalonné par des grands parcours. Ça commence par le Groenland, sur le cercle polaire arctique, 66,33 de latitude nord. Ça, c'est le premier acte de cette vie. Si on peut revoir peut-être la carte, si on peut la mettre à l'écran. En fait, ça, c'est le premier acte, Denis, des expéditions polaires. D'accord. Avant, il y a l'alpinisme. Avant, il y a l'alpinisme. Voilà, j'ai démarré avec mon épouse. C'était en 2002 par le Mont Blanc. Et puis, ça nous a plu à tous les deux. Et donc, on a fait le Kilimandjaro en 2004. Oui. Et le Kilimandjaro, en fait, c'est un des Seven Summits, en l'occurrence, puisque c'est le toit de l'Afrique. Ça m'a plu, moi, l'alpinisme, et donc j'ai pu après expérimenter un certain nombre de sommets, toujours plus haut, 6000, 7000, une tentative sur un 8000, avec pour objectif l'Everest. L'Everest, comme on voit sur la carte, qui est du coup le sommet le plus haut de l'Asie, et puis accessoirement, et en fait, le toit du monde, donc avec 8848 mètres. Donc avant de se lancer là, c'est comme Stéphane, il y a une progression, on fait des challenges de plus en plus longs, on apprend à se connaître, et donc évidemment il y a eu des expériences où on a pu voir qu'on était capable d'être à l'aise à 7500 mètres, c'est un sommet qui s'appelle le Mustagata, qui est en Chine, et qui nous a dit, ok, on a les capacités à aller plus haut, parce que sur l'Everest, on prend l'oxygène à 7007. Donc on se dit, nos corps peuvent s'adapter à 7005, donc on peut aller plus haut. Et voilà, sommet fait en 2011. On était 7, 6 Français et 1 Suisse. Un excellent taux de réussite puisqu'on est 4 au sommet sur les 7. Et habituellement, on est sur des taux de transformation à 20%. Tout dépend de ses capacités. Donc une physiques. très bonne année, une très bonne exposition. Ouais. Donc après ça, il y a le Groenland. Après ça, il y a le pôle Nord. Deux fois le pôle Nord. Alors, il y a une fois le pôle Nord. Alors, donc, il y a tous ces sommets qu'on a vus à l'écran. Donc ça, j'ai fini en 2016 donc par le Denali qui est en Alaska. Et donc après, je me suis lancé sur les expéditions polaires. Donc la traversée du Groenland, ça c'était 2017. Le pôle Nord en 2018. Et puis donc 2019-2020, le pôle Sud. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu es rentré dans un classement mondial que l'on appelle le Grand Slam. Ouais. Vous êtes 100 à peu près. C'est ça. Vous êtes 100. Et toi, tu as été classé 21e. J'ai vu sur les documents officiels. Ouais. Pourquoi 21e sur les 100 ? Alors, il y a deux catégories de Grand Slam qui, en fait, la différence se fait entre le parcours qu'on fait au pôle Nord et au pôle Sud. D'accord. Donc, globalement, l'objectif, c'est les Seven Summits, donc le sommet le plus haut de chaque continent, et rallier le pôle Nord et le pôle Sud
en ski pool-car, hein, donc pas ni en chien de traîneau, Bien sûr, ni en bien sûr. motoneige, ni rien. Et donc après, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont fait que le dernier degré, c'est-à-dire les 111 derniers kilomètres, ou ceux qui ont fait plus. Hein. Et Et- donc, comme moi j'ai pu faire, ben là voilà, on voit l'arrivée au pôle sud. Au pôle sud, Ah, et voilà. donc comme là, ben, j'ai fait plus que 1 degré sur le pôle sud, ça me met dans la catégorie effectivement. Et vous n'êtes que 2 Français à avoir ce Voilà. classement. Voilà. Alors, on l'a dit, tu es alpiniste, explorateur. Comme tu le sais, Time for Oceans porte des valeurs Ouais. environnementales très fortes. Mm. C'est ce qui réunit tous les partenaires autour du bateau. Quel est ton regard justement sur la planète? Est-ce qu'on peut dire que tu es un témoin, un observateur de grande qualité et que tu peux, à nous qui n'allons pas au pôle Nord et au pôle Sud, témoigner de ce qui se passe? Ouais. Quel est ton regard sur notre planète aujourd'hui? Alors déjà, le premier regard, et c'est ce qu'on a ressenti aussi avec Stéphane, c'est le contact direct avec les éléments. Ben, il ressent, enfin moi ça m'a vraiment touché parce qu'il ressent la tempête, il ressent je suis dans la lessiveuse, etc. Enfin, il le ressent et donc on est en contact direct avec les éléments. Ici en ville, bah, dès qu'il pleut, on se met à l'abri, dès qu'il fait froid, on met un autre manteau. Là, le duvet est mouillé, il est mouillé. Enfin, nous c'est pareil, le duvet En il est gelé. contact et en respect surtout. Voilà. Alors après, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est quand vous êtes dans le froid, vous avez une conscience directe d'un déchet que vous déposez. Donc, Je vous donne un exemple. Si tu déposes une miette de pain quand il fait moins 30, c'est comme si tu mettais une miette de pain dans un congélateur. Bah, si une miette de pain ici, elle se dégrade en 1 an, bah là, elle se dégrade en 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 ans. ce qui veut dire zéro impact de l'homme sur l'environnement. Ou en tout cas, ça c'est le but. Alors c'est ce qui est recherché. Donc tu as une conscience. Et après, tu as des règles sur certains environnements. Tu as une conscience que, bah, effectivement, bah, quand on mange, une fois qu'on a mangé, on prend la balayette, voilà, clac, on met ça dans une passoire, on fait fondre l'eau et puis on récupère les miettes. Et ça, donc, on les ramènera sur le Et ça va continent. bien au-delà de la miette de pain, puisque je pense que même les déjections humaines Ouais. sont ramassées et ramenées à terre. Voilà, donc ça après c'est la deuxième réglementation que tu as sur certains milieux. Donc tu as par exemple l'Aconcagua en Argentine, le Denali, donc le sommet de l'Amérique du Nord, donc en Alaska. Tu as ce principe-là aussi sur le dernier degré au pôle Sud, où effectivement là c'est zéro déchet de chez zéro déchet. Donc tes excréments, tu les mets dans un sac, bon c'est gelé, très bien, et après tu les ramènes concrètement donc sur le continent, puisque bah, ça va souiller, et donc comme on est dans un environnement froid, ça restera, donc ça sera sympa pour les scientifiques qui étudieront dans des centaines de milliers d'années qu'est-ce qu'on a mangé, mais bon au final C'est pas le but de la voilà, manœuvre. ça reste, et donc la conscience est immédiate, et donc après les gestes sont soit personnels, soit effectivement après réglementés et contrôlés, hein. Donc quand tu es en Alaska, les rangers contrôlent bien que tu ramènes tes déchets, et donc tu as une amende si tu ramènes pas tes déchets. Si tu dis j'ai passé 15 jours sur la montagne et puis je ramène un petit sac en plastique avec deux restes de cacahuètes à l'intérieur, ils vont dire il y a un truc là. Donc Oui, là, ça bon, va pas aller. amende. On rappelle que les navigateurs comme Stéphane ramènent 100% de leurs déchets à terre. C'est une règle de course. Alors, dernière question, parce que malheureusement, le temps passe. Est-ce que, en tant qu'observateur de qualité de notre environnement, tu as pu observer une modification de la glace entre tes débuts, ou bien si on remonte à Jean-Louis Étienne, Ouais. 1986, le pôle Nord, est-ce que la glace se change avec le réchauffement climatique? Est-ce qu'un observateur comme toi, tu peux le voir, ça? Donc en fait, il y a plusieurs observables. C'est vrai que Jean-Louis Étienne, quand il a fait en 1986, il n'avait pas un équipement que maintenant on prend quand on va au pôle Nord, qui est juste une combinaison étanche. Stéphane parlait de combinaison sèche, mais nous on a une combinaison étanche, puisque le pôle Nord c'est de la banquise, donc c'est une épaisseur de glace, donc elle est à 1,40 m en moyenne. Pour répondre à la question, Denis, elle était à 1,85 m au moment de Jean-Louis. de Jean-Louis Étienne, donc 45 cm Elle a de fondu perte. de 45 Voilà. cm. Hein, on parle beaucoup de l'étendue. Là, malheureusement, l'année dernière, c'était la deuxième fois que l'étendue était la plus étroite, hein, en été. Mais donc, tu as après des relevés d'épaisseur. Et donc là, on est à 1,45 m versus 1,85 m. Ça veut dire que la banquise est plus friable. C'est des morceaux de puzzle qui sont posés sur l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, avec la dérive, puisque c'est posé sur l'eau, des courants, soit tu as 2 blocs de glace qui se rentrent dedans et tu as un mur de 3 mètres à franchir, soit il y a 2 blocs de glace qui s'ouvrent. Et là, il y a donc, une rivière. Et il y a l'eau, enfin il y a l'océan Arctique, donc il y a 4000 mètres de Voilà. profondeur sous Et les donc pieds. là, il faut être protégé. Voilà. Et ça, c'est ce que Jean-Louis n'avait pas, Pas en besoin. 1986, il n'en avait pas besoin. Ouais. Et maintenant, on voit que la glace, elle a diminué comme ci,
et elle a diminué comme Voilà. ça. Et du Dans- coup, dans- du dans coup, les deux sens. les nouveaux équipements des explorateurs au pôle Nord, c'est aussi un petit canoë pour passer, parce que si tu as juste 3 mètres à passer, c'est possible. Mais si tu as 2 plaques qui sont écartées de 50 mètres ou 100 mètres, c'est petit canoë et tu tires la poulka derrière. Donc ça, c'est le premier observable. Le deuxième observable aussi, c'est que la glace est ce qu'on appelle jeune, c'est-à-dire que l'hiver, elle se forme et l'été, elle fond. Et donc la glace n'a que 2 couleurs maintenant, blanche, et bleue. C'est de la glace vive, comme du verglas finalement, alors qu'il y a quelques années, c'était de la glace verte. Pourquoi verte? Parce qu'en fait, il y avait des micro-algues qui se collaient sur la glace, comme ça peut se coller sur une coque de bateau qui reste au port. Et donc la glace avait 3, 5, 10 ans, etc. Et donc dès qu'elle se soulevait, tu voyais la glace vive, elle était verte. Moi j'ai vu que de la glace bleue. Et alors, à l'horizon de Jérôme, qu'est-ce que tu as devant toi? Prochaine aventure? Ah, prochaine aventure. Me remettre un peu à l'alpinisme. Ah, Donc j'ai d'accord. pu, avec le confinement et tout ça, quand même tenter le Cervin fin août. Donc le Cervin, c'est à Zermatt, c'est en Suisse, et c'est le sommet Dans les Alpes. dans les Alpes, voilà, le sommet qui sert presque de photo à la Paramount, et aussi à Toblerone, puisque le triangle de Toblerone, sans faire de la marque, ils ont repris ce Cervin. D'accord. Bon, on n'a pas réussi parce que au sommet il y avait trop de vent, il y avait 60 nœuds de vent, donc on est redescendu se mettre à l'abri. Donc ça c'est le retenter avec comme objectif en fait peut-être essayer, on va voir en fonction des conditions bien sûr sanitaires, là en octobre, l'Amada Blanc, qui est donc au Népal et qui est face à l'Everest et qui est la même forme de montagne, sauf qu'elle monte au-dessus de 6000. Donc c'est une tête de sphinx en fait, qui est juste magnifique. Donc voilà, peut-être tenter ça. Et à plus long terme, retourner, passer un peu plus de temps au pôle Nord pour être un peu dans la logique il y a eu les pionniers d'un côté, et là il y aura peut-être les derniers témoins. Donc voilà, pour aller porter un peu, rapporter des images comme on a vu là tout à l'heure. Alors, on compte sur toi pour revenir après ces 2 expéditions, nous parler et nous faire un compte-rendu précis de ces événements. Merci infiniment, Merci, Jérôme. Denis. On dit bien sûr au revoir à tous les Boulonnais et on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine, samedi prochain à 16h, pour le passage du Cap Horn de Stéphane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.